Bienvenue au musée des blindés. Vous êtes ici devant le char le plus lourd de toute la collection, c'est le Tigre 2, 70 tonnes. Et aujourd'hui, dans Histoire d'acier, j'ai un immense plaisir, c'est d'accueillir Max. Max qui n'est autre que l'historien qui a découvert l'origine même de notre Tigre 2, qui a retrouvé son numéro et même son équipage. Mais on va commencer précisément sur les Tigre 2 en général. D'abord, pourquoi Tigre 2? Alors le Tigre 2, c'est le remplaçant du Tigre 1 dans un court moment pour la production allemande. Le Tigre 2 doit succéder au Tigre 1 sur toutes les campagnes où on demande un outil très spécifique. Le Tigre 2 va avoir une dizaine de dénominations et on va retenir la plus courante, c'est le Tigre 2. Mais on va aussi l'appeler Königstiger en décembre 1944, mais ce nom ne sera jamais retenu par les bureaux de commandement de la Wehrmacht. Il a été surtout proposé par la propagande. En Normandie, par exemple, on va surtout retenir Tiger 2, qui est correct, mais on va aussi retenir Tiger Aus B, puisque c'est comme pour le Tigre 1, c'est un Tigre numéro 6. Voilà. Donc c'est la suite finalement. C'est la suite du Tigre 1, mais ce qui est très drôle dans l'histoire des Tigres, c'est qu'à peine le Tigre 1 est lancé en production que le Tigre 2 arrive, et à peine le Tigre 2 est produit, qu'on doit aussi penser à son remplaçant, qui sera le E75, qui va être prototypé dès 1943. Donc ce sont des durées très courtes de production. On parle des outils très spécifiques. Très spécifiques pour le Tigre 2, ouais. Comme pour le Tigre 1. Du char lourd. C'est du char très lourd même. À 70 tonnes, l'essentiel vient du blindage. Ouais. On peut s'approcher un petit peu. Alors le Tigre 2, c'est une bête très spécifique, tu l'as dit, c'est un char lourd. Déjà on le voit avec l'épaisseur du blindage. Là c'est une découpe dans un blindage de Tigre 2, donc d'un autre Tigre 2 que le nôtre. On est ici à 15 cm d'épaisseur. Et ça, c'est en fait dû tout simplement au mode d'emploi du Tigre 2. En fait, le Tigre 2, il a été conçu pour percer des lignes, plutôt principalement à l'est, on ne va pas se mentir, sur des grandes steppes où il peut s'engager jusqu'à 3500-4500 mètres. Et en face de lui, personne ne peut le toucher. Ou s'il le touche, ça ne fait rien. Donc c'est son avantage. Le problème, c'est que quand il est commencé à être produit, on est début 44, le front de l'Est côté allemand commence sérieusement à se réduire. Et on va se retrouver avec un Tigre 2 qui n'a plus d'espace de combat. Et c'est comme ça que finalement il va servir à pas grand chose. On va le retrouver en Normandie dans les plaines de Caen, mais 12 chars contre 890 blindés britanniques, ça fait pas grand chose non plus. Donc on va se retrouver avec un outil qui était performant sur une année comme 1943, mais qui n'a plus sa place en 1944 et encore moins en 1945. Puisque le Tigre 2 va en plus être employé dans des contre-emplois, il va être utilisé notamment dans des combats urbains. Et là, ça n'a plus de sens du tout. Voilà. C'est trop gros, c'est trop lourd. C'est trop gros, c'est trop lourd. Et puis surtout, l'inconvénient du Tigre 2, c'est qu'il peut être touché à faible distance, notamment sur les chenilles ou les barbotins. Et là, on peut taper avec un obus beaucoup plus petit. Le Tigre 2, en fait, ne peut pas être utilisé en combat urbain puisque ça permet à des soldats de s'approcher de lui et de piéger ou de toucher les barbotins ou les chenilles avec des bazookas ou des munitions de faible capacité. Et c'est comme ça qu'on détruit un Tigre 2, pourtant très, très lourdement armé. Oui, puisque jusqu'ici, on n'a pas vraiment trouvé de témoignage direct que le blindage frontal d'un Tigre 2 était percé au combat. Il n'y a aucun Tigre 2 qui a été percé en frontal au combat. Le Tigre 2, donc, c'est un outil spécifique, donc pas besoin de le construire en grand nombre, que 489 de construits, c'est très peu. Malheureusement, oui, mais on aurait dû produire 1500 Tigre 2 puisqu'il était censé remplacer le Tigre 1, même produit à 1500 exemplaires. Mais la production est tellement compliquée, elle demande tellement de ressources que les Allemands sont confrontés à un problème, c'est de produire ça en grande série. Et ça, ils ne peuvent pas. On oublie souvent que l'armée allemande et l'industrie allemande est en petite capacité de production, malgré des efforts conséquents de la part d'Abesper et de Todd, ils ne peuvent plus produire ça. Les Allemands n'ont pas le luxe de produire ça. Oui, très peu de production, puisque en plus les ennemis vont bombarder de plus en plus l'Allemagne. En septembre-octobre, Henschel se fait quasiment raser, 95%. Et il faut savoir qu'en plus, sur la problématique du Tigre 2, c'est que Henschel doit aussi produire le Tigre 1 en 1944, en plus du Tigre 2 et de toutes les variantes du Tigre 1. Donc on se retrouve avec une usine qui, avant d'être bombardée, rencontre déjà des difficultés de construction. Il faut savoir que les Tigre 1 et Tigre 2 sont construits en utilisant de la manœuvre concentrationnaire. Il faut savoir que tous les moteurs Maybach ont été déplacés dans des usines qui utilisent des juifs et des déportés à partir de 1943, ce qui implique une baisse très importante de la fiabilité générale de l'engin et aussi du blindage. Tu parles de fiabilité, du coup il faut parler un petit peu des ressources que ça consomme rien qu'à être utilisé finalement. Alors déjà, un Tigre 2 c'est 25 jours de production, il faut compter 5 jours rien pour que l'application des émérites. Donc le zémérite, c'est cette pâte-là en timine. On
on est sur 5 jours de cuisson et d'application, donc on arrive quasiment à 30 jours pour un Tigre 2. Il faut savoir que pour employer un char Tigre 2 au combat, on est sur 30 personnes en logistique derrière. La logistique, justement, un gouffre un peu à pétrole quand même. C'est un gouffre à pétrole, un gouffre à huile, c'est un gouffre à tout, puisque l'industrie allemande ne permet pas la pleine utilisation d'un char Tigre. Il faut savoir que un Tigre 2 ne consomme pas plus qu'un Sherman, c'est quand même très atypique quand on ramène ça à la tonne. À la tonne. À la tonne. À la tonne, ouais. Un Tigre 2 peut engloutir entre 380 et 500 litres de carburant sur route au kilomètre. Mais un Sherman peut faire pareil. Et le Sherman ne pèse que 30 tonnes. La grosse différence, c'est que les Alliés possèdent du carburant de qualité que les Allemands n'ont pas. Et on se retrouve avec des Allemands qui ont un carburant avec un faible indice d'octane, donc une faible détonation pour être énergique. Et on se retrouve avec des consommations qui augmentent de 30 à 50% au kilomètre. Donc c'est vraiment vrai que des chars Tigre ont consommé 1000 litres au 100 km, mais c'est aussi dû à une incapacité allemande de produire de carburant. Du carburant de Du carburant qualité. de synthèse en plus. Voilà. Complètement. Ouais. Le véhicule qui est devant nous, c'est un véhicule, aujourd'hui, on le voit toujours sous son plus beau jour, il a un énorme canon qui perce n'importe quel char à plus de 3 km. Bon, sur le flanc, Joseph Staline, il faut quand même taper fort. Mais excellent canon, excellent blindage, et souvent on s'arrête aux statistiques. Mais les équipages, qu'est-ce qu'ils en pensent de leur Tigre 2? Alors, les équipages que j'ai pu interviewer pendant plus de 20 ans n'ont jamais vraiment apprécié le Tigre 2. Ils l'ont même appelé la limace, donc la Die-Schnecke, l'escargot. Parce que le Tigre 2 est particulièrement lent sur la route, il faut quand même le savoir, on roule à 20-25 grand maximum, en tout terrain on est à 11 voire 7. Et c'est un char qui est tellement énorme qu'il est visible par l'ennemi et il va se prendre tous les tirs possibles sur lui. Et de manière générale, ils ont toujours préféré le Tigre 1 et le Tigre 2 pas trop. Plus équilibré, moins lourd. Le Tigre 1 est plus équilibré, plus performant, moins lourd et finalement il fait largement le job, bien plus polyvalent que le Tigre 2. On est à 56 tonnes, 57 tonnes, avec la même puissance que le Tigre 2 qui fait 700, qui fait 700 chevaux, 700 chevaux pour 70 tonnes. Alors il y a une petite parenthèse là-dessus, c'est que le Maybach est quand même le moteur le plus coupleux de la Seconde Guerre mondiale, et que la boîte de vitesse qui est semi-automatique sur le char Tigre permet quand même au char de se mouvoir. Mais dès qu'on est sur des rapports de vitesse supérieurs, le poids annule l'effet du couple, donc la force de traction du moteur, et le char s'effondre en vitesse, et la fiabilité se casse la figure, parce qu'en plus, les moteurs sont faits dans des usines avec de la manœuvre concentrationnaire. Donc c'est un mauvais combo pour le Tigre. Alors Max, on a énormément de chance de t'avoir, puisque auparavant, notre Tigre 2, il était nommé 233. C'était un hommage à un autre véhicule. Il avait un camouflage qui n'était pas celui finalement d'origine de notre Tigre. Et un beau jour, je suis dans les archives, je trouve une photo de l'arrivée de notre Tigre 2 à Saumur en 1975. Et là, à demi effacé, sur la tourelle, il y a un numéro, et tu me dis, Adrien. C'est le 300 du Hauptmann Walter Scharf, qui était le commandant de compagnie de la 3e compagnie du 503, donc de la Wehrmacht, qui a été reconstitué fin juillet à Maguilcan, et qui va se retrouver dans une mission de l'impossible, contre-attaquer à l'ouest de Paris, fin août 1944. Et comment tu as su que c'était le 300? Certes, il y avait 300 qui était à demi effacé, mais c'est un numéro tactique. Alors, il y a eu plusieurs chars 300. Il y a eu plusieurs chars 300, mais en Normandie, en Normandie, on va dire région de Paris-Ouest, c'était le seul de l'unité à avoir ce numéro-là, puisque tous ceux de la 3e compagnie commençaient par le chiffre 3. Et les autres Tigre 2 qui étaient au combat dans ce coin-là, c'était les chars de la SS 101, et commençaient tous par le chiffre 1. Ça, c'est un travail qui est fantastique. Et c'est ce qui fait que j'ai pu identifier cette tourelle, c'est qu'elle était bien encore marquée 300 sur le côté et 300 sur l'arrière. Voilà. Avec des petits crochets. Avec des petits crochets. Donc ces crochets-là sont très spécifiques parce que sur la 3e compagnie du 503e bataillon, c'est la seule tourelle de série qui possède ces crochets de tourelle sur 14 chars. Donc qui servent à mettre des les patins de chenille. Et celui-là qui est tordu, c'est parce qu'en fait le char, quand il est chargé après-guerre par les Français, le char tombe du camion et ça tombe sur la tourelle et le crochet se tord. D'abord, il faut dire un petit mot sur l'équipage. Tu as pu en croiser quelques-uns. Alors sur l'équipage, j'ai pu échanger avec le capitaine Walter Scharf jusqu'en 2003, qui est décédé d'un cancer. C'était un des plus grands chefs de Tigre à l'époque. C'était une très très grande pointure. Et surtout, j'ai connu son conducteur principal, qui s'appelle Gotthold Wunderlich, et qui, avec lui, ont fait 27 mois d'opérations consécutives sur Tigre 1 et Tigre 2. Une chose très importante que tu as dite, tu parlais de la Wehrmacht, puisqu'il y a un énorme mythe. Un gros mythe, on associe toujours Tigre dans beaucoup de bouquins à la SS. Ouais, c'est vrai. Alors que finalement... Alors qu'en fait, il n'y a eu que 3 bataillons de chars Tigre de la SS contre 12 de la Wehrmacht. Et l'illusion, on va dire, d'après-guerre et qui fonctionne encore aujourd'hui, c'est qu'à l'époque, les Allemands, notamment la propagande nazie, a terriblement photographié les chars de la SS 101 et 500 en Ardennes, et beaucoup moins les petits compagnons de la Wehrmacht, parce que c'était moins intéressant. L'idéologie était différente. C'est sûr.
Et d'ailleurs, le numéro 300, on a eu beaucoup de chance puisque tu nous as dégoté des photos. Ouais. Il y avait un groupe de propagande qui C'est passait, ça. puis le moment où ils se faisaient peindre. Ils se font peindre à Mailly-le-Camp entre le 27 juillet 44 et le 11 août 44. Bon, là, le moment de camouflage, ça dure que 2 jours, hein. Ils n'ont que 14 à faire, donc ils les font. Et après, ils s'entraînent pendant 15 jours à peu près à Mailly-le-Camp, ouais, avant d'être transférés sur Paris. Et après, combat. Et après, combat, donc on est sur des combats complètement de dingue, hein. On est sur seulement 9 Tigre 2 sur 14 qui arrivent malgré tout dans le Vexin, contre 500 Sherman, 50 000 hommes et 2 millions de mines. Pas équilibré. C'était pas équilibré et on peut avoir le char le plus puissant en termes de canon de blindage face à une démensité, j'ai envie de dire, de véhicules alliés. On peut pas lutter, quoi. Le numéro 300 survit au combat, Oui. mais il ne survit Alors, pas à la campagne. Il ne survit pas à la campagne parce qu'en fait l'équipage rencontre dès la traversée de Paris, c'est quand même 80 km sur pavé, des problèmes avec le barbotin gauche, Ouais, qu'on on va va voir. voir après. Ouais. Alors là, on est devant le barbotin avant Exactement. gauche. Ouais. Le point faible des tigres, ça va être la transmission. En grande Et partie, ouais. sur le 300, Et en ça 300, casse. c'est ce qu'il lâche en fait dès que le Tigre 2 quitte Paris, donc il traverse Paris sur 80 km de pavé. Gotthold, le pilote, dit à son commandant qu'il y a des problèmes de la transmission avant gauche, donc du barbotin, et des vibrations qui remontent, puisqu'il faut savoir que quand le char Tigre roule à 30 km/h, la chenille et cet angle-là vient frapper le sol à peu près à 70 km/h. Donc il y a des vibrations énormes qui remontent là-dedans. Et en fait, le barbotin casse une première fois le 21 août 44 à Téméricourt, et on voit l'équipage qui répare une première fois ce barbotin. Les combats du Vexin ont lieu, le char continue à fonctionner, ils se prennent quand même plusieurs obus en frontal, hein, c'est ce qui fait qu'après-guerre, on ne pourra pas réutiliser le châssis. Mais le barbotin rend définitivement l'âme le 28 août à Oinville, dans le Vexin. Et là, on ne peut pas réparer le char. Ils sont en pleine retraite. Ils sont en pleine retraite, les Américains sont à leur trousse. Et Gotthold et l'opérateur radio, donc Hannes Schneider, décident, sous l'ordre du commandant Scherf, de faire dynamiter le char. Mais ils prennent tout leur temps parce qu'ils voient des troupes allemandes qui refluent, ils se disent on a un peu de temps. Sauf que les charges de démolition, ça prend quand même 30 minutes par charge et il en faut 3 pour faire péter un char. Ils mettent les charges et là, qu'est-ce qu'ils découvrent? C'est que les Américains arrivent bien plus vite que prévu et ils sont obligés d'abandonner le char en état de fonctionnement, certes en panne, mais pas s'aborder. Le Tigre 2 est abandonné. Les Français le récupèrent parce que ça nous intéresse bien d'étudier ça, Exactement. sauf que tout fonctionne pas si bien que ça. Non, parce que en fait, sur le 300, le barbotin gauche est tellement endommagé que la boîte l'est aussi. Et les Français après-guerre se disent mais on a quand même plusieurs carcasses qui traînent dans le Vexin et dans l'ouest de Paris, et si on en assemblait plusieurs pour en faire un. Et c'est ce qui va se passer. La MX Satori va récupérer du coup un châssis de la SS-101, donc ce sera celui-là, le 123. On aura la tourelle du 300 qui va être assemblée dessus. Mais aujourd'hui, tel qu'il est présenté, c'est son 3e moteur et sa 2e boîte de vitesse. Et tout ça, ça a été assemblé après-guerre par les Français, à la MX Satori. Donc on a bien Un Frankenstein un Frankenstein d'époque. et qui est le dernier Tigre 2. C'est actuellement qui tourne le encore. dernier et le seul Tigre 2 au monde tournant et fonctionnel. Ouais. Donc c'est quand même une belle pépite. Ben, un grand merci à toi, un grand merci à notre historien Max Stein, qui a été celui qui a redécouvert l'histoire de notre Tigre 2. Maintenant, on va aller voir un petit peu comment il fonctionne avec le chef d'atelier. Salut Alex. Bonjour Adrien. On est là dans ton domaine, on est à l'atelier. Tu es le chef d'atelier ici au musée des Blindés. Et là, on a notre beau char d'assaut, notre beau Tigre 2, qui vient de rentrer de Militrax. C'est ça. Et avoir un engin pareil, c'est pas mal de maintenance en fait. Voilà, donc là, sur un retour comme ça de prestations, on a 2 maintenances qui sont faites particulièrement. Un entretien général, comme on peut avoir, contrôle de l'huile, des choses comme ça. Là, on fait un échange des bougies, des pièces, on va dire, récurrentes à un changement d'entretien. Et à côté de ça, on a aussi des casses qui arrivent, parce que le fait de pouvoir faire tourner un véhicule engendre des casses de temps en temps. Là, au retour de Militrax, on a eu une casse d'une vis de barbotin du Tigre 2, hein, donc c'est pas parce que les vis sont très grosses qu'elles n'arrivent pas à se sectionner. Voilà. Donc refabrication de vis et puis remise en place pour pouvoir repartir en prestation pour Tankfest pour fin juin. Ça va être fantastique, Tankfest. Voilà. On a le dernier Tigre 2 au monde, qui est encore aujourd'hui roulant. En roulant, en mécanique d'origine. Voilà. C'est une fierté de rouler avec un engin pareil. Comment c'est de rouler avec un engin qui fait 70 tonnes? Alors, c'est une fierté par rapport au véhicule, hein, un véhicule assez mythique. Comme tu l'as dit, en plus un véhicule le dernier.
pour le moment roulant en mécanique d'origine. Après, c'est comme tout, hein, rouler avec quelque chose qui fait 70 tonnes, c'est toujours impressionnant. Hein. On se sent tout petit à l'intérieur. Hein. Après, c'est quand même un véhicule qui se conduit relativement bien et facilement. Voilà. Une grande question qu'on pose souvent quand on voit un engin d'il y a 80 ans, c'est ça roule avec quoi? Qu'est-ce qu'on met dedans comme carburant? Alors, on reste sur un carburant qui est à l'origine, c'est-à-dire de l'essence. Hein, donc de l'essence moderne, qui est un peu plus performante que l'essence qu'ils avaient à l'époque, mais de l'essence, hein, du samplon 95, sans problème. Voilà. Donc là, sur le moteur, on a fait une maintenance préventive. Hein, donc on est en train de changer les bougies donc, du côté droit du véhicule. Hein. On a la jauge à huile qui est ici. On a les bouchons de remplissage en rouge, qui sont les bouchons de remplissage d'huile. Et puis après, on a différentes trappes qui permettent d'accéder à l'essence et au liquide de refroidissement. Alors on est au niveau du poste de pilotage ici. Oui. Important à préciser quand vous pilotez, c'est la tête en dehors finalement du véhicule. Oui, alors on peut faire les deux. Hein, suivant la position qu'on met de son siège, on peut conduire tête dedans ou tête dehors. Maintenant, c'est comme tout. Tête dehors, on a un champ de vision total, alors que tête dedans, on n'a que la vision de l'épiscope, qui est une vision étroite devant. Donc, par confort, on conduit tête dehors sur le Tigre 2. La conduite, c'est quelque chose de complexe. On apprend à conduire une voiture, mais comment on peut apprendre à conduire un engin qui a 80 ans? Alors, ici, on va dire, pas de formation de conduite. C'est de l'expérience, et de l'expérience qui est transmise des anciens, avec notre vécu, sur les nouvelles personnes qu'on reforme de l'atelier à la conduite de chaque type d'engin. En plus, on regarde les personnalités des personnes et on adapte à quel type de véhicule on se sent plus à l'aise. Voilà. Et toi, tu l'aimes bien, le Tigre 2? J'aime bien le Tigre 2, j'aime bien beaucoup de chars, mais le Tigre 2, oui, particulièrement, c'est un véhicule qui est agréable à conduire, qui a été conçu pour favoriser le confort du pilote. On va rentrer dans les premiers véhicules où on met du confort au pilotage pour piloter ce véhicule. Outre, bien sûr, le gabarit. Oui. Combien vous êtes, du coup, aujourd'hui, à pouvoir piloter ce véhicule-là? Alors, aujourd'hui, à l'atelier, on est 2 personnes formées pour conduire le Tigre 2. 2 personnes, du coup, au monde qui conduisent aujourd'hui le Tigre 2. Voilà. On fait partie, je pense, des dernières 2 personnes à conduire un Tigre 2 aujourd'hui. Ou à avoir conduit un Tigre 2 aujourd'hui. Privilège. Privilège. Un très gros privilège. Et honneur. Alors ici, on est dans l'exposition Tigre. Et avec l'exposition Tigre, il y a plusieurs morceaux comme ça, très intéressants, qui ont été mis en présentation, dont cette pièce-ci. Et on a un point de vue sur quelques manettes, quelques outils du pilote. Est-ce que tu nous ferais un petit cours de pilotage à partir de ce qu'on peut voir ici? C'est ça, on peut déjà montrer quelques petites choses. Hein. Donc là, nous avons la boîte de vitesse et la pointe avant Là, c'est une pointe avant Tigre 2, mais qui est assez semblable à la pointe avant Tiguan. Hein. Donc, on peut voir qu'on se décompose un inverseur de marche, un levier de vitesse avec 8 rapports avant, et avec une sécurité, on ne peut aller qu'en 4e rapport arrière. Hein, un volant, quart de tour, d'accord, ou à droite ou à gauche, et c'est tout. Après, on reste sur une conduite accélérateur, frein, embrayage classique, sauf qu'avec ce genre de boîte, qui est une boîte qui ressemblerait à une boîte pilotée, on vient nous aider. Une fois qu'on est parti, on n'a plus besoin de toucher à l'embrayage. On a de la conduite avec un volant qu'on peut adapter comme on veut, c'est ce que je parlais, du confort du pilote. On peut monter, baisser ou repousser, retirer le volant pour s'adapter à sa morphologie. Une séquence de changement de vitesse, ça ressemble à quoi? Alors, une séquence, si on est déjà parti, qu'on est déjà en route, on vient présélectionner notre rapport, se mettre j'étais en 5, je mets la 6, et au moment donné où je veux changer de rapport, je n'ai qu'une action à faire latéralement. Là, la boîte lance une séquence, elle vient débrayer, retirer le rapport,
couper l'accélération, remettre le nouveau rapport et rembrayer à la place du pilote. Le pilote reste concentré sur sa conduite avec son accélérateur et son volant. Magnifique, très moderne pour l'époque. Très moderne, c'est ce qu'on commence à trouver sur des véhicules des années 90 ou 2000 aujourd'hui. Voilà, les boîtes robotisées, aujourd'hui grâce à l'électronique, à l'époque tout en hydraulique. Maintenant, on est à côté du moteur. Voilà, un beau Maybach HL 230. Et avec de la couleur. Alors avec de la couleur, pas d'époque, on est désolé. Non, nous on suppose, parce que c'est quelque chose qu'on retrouve sur d'autres moteurs d'autres époques, que ce moteur par exemple a servi à l'instruction de l'armée française après-guerre. Donc c'est typique de pouvoir mettre de la couleur sur certains circuits. Donc là par exemple tu vois, on a le bleu qui représente le circuit de refroidissement du moteur. On a le jaune qui représente le circuit d'alimentation en essence du moteur. Un moteur qui est mythique. Là, il y a beaucoup de choses qu'on raconte sur ce moteur-là. Est-ce que tu as une opinion sur ce moteur? Opinion, on va dire que pour la conception et l'époque, on va se représenter si aujourd'hui on fabrique un moteur comme ça, on est sur des moteurs haute performance qui pourraient aller en compétition, choses comme ça. C'est-à-dire que le rapport puissance, poids, cylindrée, on est sur le plus compact qu'on peut faire. Après, les gens, fiabilité, non fiabilité. Je pense que la fiabilité a été mise. Alors, c'est pas des moteurs comme c'est des moteurs haute performance. C'est comme aujourd'hui un moteur haute performance qui ne fait pas un temps très très grand. Mais par contre, si tu le ménages, tu augmentes ta durée de vie. Sauf que là, nous, on a un regard des chars allemands quand les Américains débarquent et que les Allemands utilisent leur véhicule à 100%, 110, 120% de leur valeur. Donc du coup, les moteurs sont énormément sollicités. Donc on réduit la durée de vie des moteurs. On a plus de problèmes sur les moteurs. C'est toujours une chose qui est très très importante, ça, c'est de ramener toujours le contexte. Voilà. Il y a des choses sur le papier, il y a des choses sur le terrain, il y a des choses aussi à la fin de la guerre où les Allemands commencent à manquer de tout en réalité. Manquer de tout et utiliser les véhicules vraiment au maximum. Ils n'ont pas un réservoir de véhicules énorme à comparer aux Alliés. Donc les Alliés, eux, peuvent faire de la maintenance beaucoup plus, retirer des chars de l'avant, les mettre derrière et intervertir les véhicules. Les Allemands, utilisent tout ce qu'ils ont pour essayer de se défendre. On fera encore plein de vidéos. Si vous avez apprécié avec Alexandre, surtout n'hésitez pas à nous le dire. En tout cas, Alexandre, merci beaucoup. De rien. On a parlé des véhicules américains, on a une vidéo sur le Sherman, on a aussi une vidéo sur le Schneider. N'hésitez pas à aller voir les autres épisodes d'Histoire d'acier et bientôt des nouveaux épisodes. Restez connectés sur notre chaîne YouTube, sur nos réseaux sociaux, Instagram, TikTok et bien entendu Facebook. À très bientôt.